Je rêvais de Faustine. Le rêve était très triste, très émouvant. Nous nous quittions, on venait la chercher. Le bateau partait, puis nous restions de nouveau seuls, nous faisant des adieux passionnés. Je pleurais dans mon rêve et me réveillais avec un inconsolable désespoir. Parce que Faustine n'était pas là, joint à une sorte de mélancolique consolation. Parce que nous nous étions aimés sans déguisement. Je craignis que le départ de Faustine n'ait eu lieu pendant mon sommeil. Je me levai. Le bateau était parti. Ma tristesse fut sans bornes, au point de m'inspirer la décision de me tuer. Mais, levant les yeux, je vis Stouveur, Dora et d'autres encore sur la crête de la colline. Je n'eus pas besoin de voir Faustine, j'étais maintenant sûr de moi. Il ne m'intéressait plus qu'elle y fût ou non. J'ai compris que ce qu'avait dit Morel quelques heures auparavant était vrai. Mais il est possible qu'il ne l'eût pas dit pour la première fois quelques heures auparavant, mais bien des années auparavant. Il le répétait parce que cela se trouvait dans la semaine éternelle, sur le disque éternel. J'éprouvais de la répulsion, presque du dégoût, pour ces gens et leur inlassable activité répétée. Ils se montrèrent plusieurs fois là-haut sur la crête. Vivre dans une île habitée par des fantômes artificiels était le plus insupportable des cauchemars. Être amoureux d'une de ces images était encore pire qu'être amoureux d'un fantôme. Mais peut-être avons-nous toujours désiré que la personne aimée ait une existence de fantôme. J'ajouterai ici les pages, extraites des feuillets jaunes, que Morel n'a pas lues. Devant l'impossibilité d'exécuter mon premier projet, l'emmener chez moi et prendre une scène d'une félicité unilatérale ou réciproque, j'en conçus un autre, certainement meilleur. Nous avions découvert cette île dans les circonstances que vous connaissez. 3 conditions me la recommandèrent. Numéro 1, les marées. Numéro 2, les récifs. Et numéro 3, la luminosité. La régularité des marées lunaires et l'abondance des marées météorologiques assurent un service presque constant de force motrice. Les récifs forment un vaste système de murailles contre des envahisseurs éventuels. Un homme les connaît, c'est MacGregor, notre capitaine. J'ai pris soin qu'ils ne reviennent pas se risquer dans ces dangereux parages. La luminosité, vive sans être éblouissante, permet d'espérer capter les images avec un déchet vraiment minime. Je vous avoue qu'une fois découvertes ces nombreuses vertus de l'île, je n'hésitais pas à investir ma fortune dans son achat et dans la construction du musée, de l'église et de la piscine. J'affrêtais ce cargo, que vous appelez le yacht, afin que votre voyage fût plus agréable. Le mot « musée » que j'emploie pour désigner cette maison est une survivance du temps où je travaillais au projet de mon invention, sans en connaître le but. Je pensais alors ériger de grands albums ou musées familiers et publics de mes images. Le moment est venu de vous annoncer ceci. Cette île, avec ses édifices, est notre paradis privé. J'ai pris quelques précautions, physiques et morales, pour en assurer la défense. Je crois qu'elles seront efficaces. Nous demeurerons ici éternellement, bien que nous partions demain, répétant l'un après l'autre les moments de cette semaine, sans jamais pouvoir sortir de la conscience que nous eûmes à chacun de ces moments, parce que les appareils nous enregistrèrent ainsi. Cela nous permettra de nous sentir vivre une vie toujours nouvelle, car il n'y aura pas d'autres souvenirs à chaque moment de la projection que ceux que nous avions au moment correspondant de l'enregistrement. Et parce que le futur, tant de fois décevant, gardera toujours
ses attributs. Note de Morel. Concernant la durée de notre immortalité, les machines sont réalisées de façon simple et sont faites avec des matériaux sélectionnés. Elles sont plus incorruptibles que le métro de Paris. Ils apparaissent de temps à autre. Hier, j'ai vu Haynes sur la crête. Il y a 2 jours, c'était Stover, c'était Irène. Aujourd'hui, c'est Dora, d'autres femmes. Ils troublent mon existence. Si je veux y mettre de l'ordre, je dois éloigner ces images de mon attention. Les détruire les appareils qui les projettent. Ils se trouvent certainement dans le souterrain. Ou bien briser la turbine hydraulique, telles sont mes tentations favorites. Je me retiens. Je ne veux pas m'occuper de mes compagnons de l'île. Il me semble en effet qu'il ne leur est que trop facile de se changer en obsession. Je ne crois pas cependant que ce péril me menace. Je suis bien trop occupé à survivre à l'eau, à la faim, à mes repas. Je cherche maintenant comment m'installer pour dormir d'une façon permanente. Je n'y parviendrai pas si je reste dans les basses terres. Les arbres sont pourris. Ils ne peuvent supporter mon poids. Je suis décidé à changer de lieu. Quand il y a des grandes marées, je ne dors pas. Et les autres jours, les inondations de plus faible amplitude me dérangent dans mon sommeil, chaque fois à des heures différentes. Je ne m'habitue pas à ce bain. Je tarde à m'endormir, pensant au moment où l'eau boueuse et tiède va recouvrir mon visage et m'asphyxier durant quelques instants. Je ne veux pas être surpris par la crue, mais la fatigue est plus forte et déjà l'eau en silence, comme une vaseline de bronze, est en train de forcer mes voies respiratoires. Le résultat en est une fatigue douloureuse, une tendance à m'irriter et à me laisser abattre par n'importe quelle difficulté. J'ai continué à lire les feuillets jaunes. Je trouve que distinguer pour les absences spatiales ou temporelles uniquement les moyens de les surmonter prête à confusion. Il faudrait peut-être dire moyens de réalisation et de conservation. La radiotéléphonie, la télévision, le téléphone sont exclusivement de réalisation. La photographie, le schéma, le phonographe, véritables archives, sont de réalisation et de conservation. Tous les appareils, propres à remédier aux absences, sont donc des moyens de réalisation. Avant d'avoir la photographie ou le disque, il faut la prendre ou le graver. De même, il n'est pas impossible que toute absence ne soit en définitive que spatiale. D'une façon ou d'une autre, l'image, le contact, la voix de ceux qui ne vivent plus doivent demeurer quelque part. Rien ne se perd. Je viens de laisser percer ici l'espoir qui est l'objet de mon étude, et à cause duquel j'irai au souterrain du musée examiner les machines. Je pensais à propos de ceux qui ne vivent plus. Un jour, des pêcheurs d'ondes les rassembleront de nouveau sur la Terre. Je me flattais d'arriver moi-même à un résultat dans ce domaine, d'inventer peut-être un système pour reconstituer la présence des morts. Cela pourrait être l'appareil de Morel, muni d'un dispositif qui l'empêcherait de capter les ondes des émetteurs vivants, au relief sans doute plus accentué. L'immortalité pourra devenir l'attribut de toutes les âmes, celles qui sont décomposées aussi bien que les vivantes. Mais car les morts les plus récents feront devant nos yeux une forêt aussi dense que les morts les plus anciens. Pour recomposer un seul homme déjà désagrégé, avec tous ses éléments et sans rien y laisser pénétrer d'étrangers, il faudra le patient amour d'Isis, lorsqu'elle a reconstitué Osiris. La conservation indéfinie des âmes en état de fonctionnement est chose assurée. Ou pour mieux dire, elle sera complètement assurée, le jour où les hommes comprendront que pour défendre leur place sur la terre, il leur convient de prêcher et de pratiquer le malthusianisme. Il est lamentable que Morel ait caché son invention dans cette île.
Mais peut-être me trompais-je, peut-être Morel est-il un personnage célèbre. Autrement, j'aurais pu obtenir, pour prix de la communication de son invention, la grâce de mes persécuteurs. Mais si Morel ne l'a pas communiqué, l'un ou l'autre de ses amis l'aura fait. Cependant, il est étrange qu'on n'en parlât pas lorsque j'ai quitté Caracas. J'ai dominé la répulsion nerveuse que j'éprouvais à l'égard de ces images. Elle ne me préoccupe plus. Je vis confortablement dans le musée, libéré des crues. Je dors bien. Je me suis reposé et j'ai retrouvé enfin cette sérénité qui m'a permis de me jouer de mes persécuteurs et d'atteindre l'île. Il est vrai que le commerce constant des images me produit un léger malaise, surtout si j'ai l'esprit vacant. Cela passera aussi. Et le fait de pouvoir me distraire suppose que je mène déjà une existence plus naturelle. Je suis en train de m'habituer à voir Faustine sans émotion, comme un simple objet. Par curiosité, je la suis depuis une vingtaine de jours. J'ai eu peu de difficultés. Bien qu'ouvrir les portes, même celles qui ne sont pas fermées à clé, soit impossible. Car si elles étaient fermées lorsque la scène fut enregistrée, elles doivent le rester lorsqu'elle est projetée. Peut-être pourrais-je les enfoncer, mais je crains qu'une rupture partielle dans la succession des images ne perturbe tout l'appareil. Encore que je ne crois pas à la chose probable. En se retirant dans sa chambre, Faustine ferme la porte. Dans une seule circonstance, il ne me sera pas possible d'entrer sans la toucher. C'est le soir où Dora et Alec l'accompagnent. Puis ces deux derniers sortent rapidement. La semaine dernière, j'ai passé toute la nuit dans le couloir, en face de la porte fermée et du trou de la serrure, d'où l'on ne voyait qu'une partie de la pièce entièrement vide. La semaine suivante, j'ai voulu voir du dehors et, au mépris du danger, j'ai marché le long de la corniche, en me blessant les mains et les genoux aux aspérités des pierres que j'embrassais, tremblant de peur. C'est à environ 5 mètres du sol. Les rideaux m'ont empêché de voir. La prochaine fois, je dominerai ma dernière crainte et j'entrerai dans la chambre avec Faustine, Dora et Alec. Les autres nuits, je les passe le long du lit de Faustine, par terre sur une natte. Et je suis tout ému de la regarder se reposer, alors qu'elle reste étrangère à cette habitude de dormir ensemble que nous sommes en train de prendre. Un homme solitaire ne peut pas construire de machines, ni fixer des visions, sauf sous une forme mutilée, en les écrivant ou les dessinant pour d'autres, plus heureux que lui. À mon avis, il doit être impossible de comprendre quelque chose à ces machines rien qu'en les regardant. Hermétiquement closes, elles continueront de fonctionner en obéissant aux intentions de Morel. Demain, je le saurai avec certitude. Aujourd'hui, je n'ai pas pu aller au souterrain. J'ai passé l'après-midi à rassembler des aliments. Qu'on ne me fasse pas la perfidie de penser, si un jour les images venaient à disparaître, que je les ai détruites. Au contraire, mon intention est de les sauver, grâce à ce rapport. Ce qui les menace, ce sont les invasions de la mer et de ces hordes que l'accroissement de la population essaime sur le globe. Il est douloureux de penser que mon ignorance, entretenue par toute cette bibliothèque que j'ai à ma disposition, pas un livre qui puisse servir à mes travaux de scientifique, les menace peut-être aussi. Je n'insisterai pas sur les dangers qui, dans l'oubli des prophéties de Malthus, guettent cette île, la terre et les hommes. Quant à la mer, je dois dire ceci. À chacune des grandes marées, j'ai craint de voir l'île submergée. J'ai entendu dire dans un café de pêcheurs à Rabaul que les îles Hélices ou les lagunes ne sont pas stables. Les unes disparaissent, tandis que d'autres émergent. Suis-je dans cet archipel ? Je m'en remets à mes autorités, le Sicilien et Ombrelieri.
N'est-il pas étonnant que l'invention ait leurré son propre inventeur ? Moi aussi, j'ai cru que les images vivaient, mais notre situation n'était pas la même. Morel avait tout imaginé, il avait assisté au développement de son œuvre et l'avait menée à son terme. Moi, je l'ai trouvé achevé, en train de fonctionner. Cet aveuglement de l'inventeur à l'égard de son invention nous surprend et nous conseille la circonspection dans nos jugements. Peut-être suis-je moi-même en train de généraliser les défauts d'un seul homme, de moraliser à propos de ce qui n'est qu'une particularité de Morel. J'applaudis la direction qu'il a su donner, sans doute inconsciemment, à ses tentatives de perpétuer l'homme. Il s'est borné à conserver les sensations, et bien que se trompant, il a prédit la vérité. L'homme, seul, apparaîtra. Il faut voir en tout cela la confirmation de mon vieil axiome. On ne doit pas tenter de maintenir vivant le corps tout entier. La logique nous commande de rejeter les espérances de Morel. Les images ne vivent pas. Il me semble cependant que, ayant déjà cet appareil, il conviendrait d'en inventer un autre qui permettrait de vérifier si les images sentent et pensent, ou tout au moins si elles ont des pensées et les sensations qui habitèrent les sujets originaux durant l'enregistrement. Il est clair que la relation de leur conscience avec ces pensées et ces sensations ne pourra être vérifiée. Cet appareil, très semblable à l'appareil actuel, sera orienté vers les pensées et les sensations de l'émetteur. À n'importe quelle distance de Faustine, nous pourrons obtenir ces pensées et ces sensations, visuelles, auditives, tactiles, olfactives et gustatives. Et un jour, on inventera un appareil plus complet. Ce que nous pensons et sentons durant la vie, ou durant les moments enregistrés, sera comme un alphabet grâce auquel l'image continuera à tout comprendre, comme nous pouvons, avec les lettres de l'alphabet, comprendre et composer tous les mots. Alors la vie deviendra un dépôt de la mort. Mais même à ce moment-là, l'image ne vivra pas. Elle n'aura pas connaissance d'objets essentiellement nouveaux. Elle connaîtra seulement tout ce qu'elle a senti ou pensé, ou les combinaisons ultérieures de ce qu'elle a senti ou pensé. Le fait que nous ne puissions comprendre rien en dehors du temps et de l'espace permettrait peut-être de suggérer que notre vie n'est pas, de façon appréciable, différente de la survivance que l'on obtiendrait avec cet appareil. Lorsque des esprits moins grossiers que celui de Morel se seront attachés à cette invention, l'homme élira un lieu retiré et plaisant, rassemblera autour de lui les personnes qu'il aime le plus et se perpétuera au sein d'un paradis intime. Le même jardin, si les scènes à perpétuer sont prises à des moments différents, abritera un grand nombre de paradis individuels, dont les sociétés, s'ignorant entre elles, rempliront leurs fonctions simultanément, sans heurts, presque dans les mêmes lieux. Par malheur, ce sont des paradis vulnérables, car les images ne pourront voir les hommes, et les hommes, s'ils n'écoutent pas Malthus, auront un jour besoin du sol d'un paradis le plus exigu. Et ils détruiront ses occupants sans défense, ou bien les relègueront dans l'existence virtuelle et inutile de leurs machines débranchées. Note des éditeurs. Dans le journal, ce passage se poursuit avec cette épigraphe. Come, Malthus, and in Ciceronian prose, show what at rotting population grows, until the produce of the soil is spent, and brats expire for lacks of aliments. Ensuite, l'auteur s'attarde dans une éloquente apologie, encore que les arguments soient peu nouveaux, de Thomas Robert Malthus et de son essai sur le principe de population. Faute de place, nous avons dû supprimer ces extraits.